Bonjour à tous, bonjour Éric Coquerel. Avant de parler de l'examen du budget par votre commission, l'incarcération de Nicolas Sarkozy, qui rentre en prison dans quelques instants. Au même moment, ses proches manifestent. Qu'est-ce qui vous choque le plus? L'incarcération d'un ancien président de la République ou le fait que des gens manifestent pour le soutenir? Ce qui me choque, c'est qu'on ait besoin d'incarcérer un président de la République. C'est les faits d'abord, qui sont manifestement d'une extrême gravité. Et je vous rappelle que les juges ne font qu'appliquer la loi. Nous, on n'a jamais été favorable à tout ce qui est exécution provisoire, mandat de dépôt différé, avant appel, etc. On n'est pas pour le tout prison très rapidement. Donc, mais il se trouve que M. Sarkozy, les siens, la droite, l'extrême droite, ont toujours voté dans ce sens. Donc c'est normal que s'applique à eux ce qu'ils ont réclamé pour tout le monde et qui s'applique à 86% des cas de personnes qui ont 5 ans de prison. Mais le fait que quelqu'un puisque l'appel n'est pas prononcé, qui à ce jour est présumé innocent, que quelqu'un qui est présumé innocent dorme en prison, vous n'êtes pas très à l'aise avec ça? Nous, on l'a dit, on pense qu'on doit respecter les droits de la défense et que quand on peut, c'est-à-dire quand il n'y a pas une menace pour la société, effectivement, l'exécution provisoire ne semble pas une bonne chose. Mais encore une chose, une menace pour la société? J'ai fait ma réponse. Mais il y a plein de gens qui ne sont pas une menace pour la société et qui se retrouvent, je vous le dis, en prison très rapidement du fait même du durcissement des lois pénales. Les juges ne font qu'appliquer la loi pénale qui ont été votées, et notamment votées par les amis de M. Sarkozy, votées par les amis de Mme Le Pen, etc. Donc, encore une fois, il faut qu'ils se regardent dans la glace par rapport à ce qu'ils votent. Maintenant, ils s'aperçoivent d'un coup que eux aussi sont concernés. La belle affaire, mais il fallait peut-être s'en apercevoir avant, parce qu'il y a plein de gens qui sont dans cette situation. Le procureur général près de la Cour de cassation, qui est le plus haut magistrat de France, vient de dire, en parlant de l'éventuelle visite de Gérald Darmanin à Nicolas Sarkozy en prison, que ça portait atteinte à l'indépendance des magistrats. Qu'est-ce que c'est le rôle pour vous de Gérald Darmanin d'aller visiter son ami? Comme ça a été dit, c'est inédit. Est-ce que j'ai lu des sondages sur la manière dont les gens voient les partis politiques et les responsables politiques? On en parlera. D'accord. Bon, moi, ça me semble en partie injuste. Mais comment voulez-vous que les gens, parce qu'ils nous mettent tous dans le même sac en réalité quand il y a des choses comme ça, comment voulez-vous que les gens nous voient autrement à partir du moment où il y a manifestement 2 poids 2 mesures? C'est-à-dire que quelqu'un qui se retrouve pour des faits graves en prison reçoivent la visite du garde des Sceaux, puisse aller voir Emmanuel Macron, etc. Enfin, ça vous choque qu'il ait reçu Emmanuel Macron? Oui, bien sûr que ça me choque, parce que je pense que tout ça participe en réalité à une remise en question, justement, de l'autorité judiciaire. Voilà, c'est ce que je crois. Je ne vois pas pourquoi Nicolas Sarkozy aurait droit, j'allais dire, à plus d'égards par rapport aux faits qui sont incriminés, et le fait encore que c'est la loi juste qui est appliquée. Je crois que M. Darmanin était pour justement le fait de durcir l'exécution provisoire. Pourquoi il aurait plus d'égards que n'importe quel concitoyen français? Il y a vraiment quelque chose qui n'est pas acceptable, et je vous assure que c'est difficilement supportable et entendable par les gens qui nous regardent. Venons-en à l'examen du budget par la commission que vous présidez. Vous avez achevé hier votre première journée d'examen. La taxe Zuckman, défendue par la gauche unie, tous les groupes de gauche l'ont défendu, a été discuté, examiné, puis rejeté. N'est-ce pas la preuve que finalement, il n'y a pas de majorité pour la taxe Zuckman? C'est la preuve en tout cas que cette année, vous avez un socle, c'est le bon terme, socle commun, c'est-à-dire en gros les groupes gouvernementaux qui sont un peu divisés, et le Rassemblement national qui s'entendent pour refuser toutes les mesures de justice fiscale que nous proposons. Vous avez présenté un amendement, vous-même, qui a été adopté grâce au RN, donc vous pouvez pas dire ça. Laissez-moi finir. La plupart des amendements que nous proposons, rétablissement de l'ISF, taxe Zuckman, le fait d'en finir, ou au moins de remonter le plafond du bouclier social du capital, qui est la flat tax, c'est-à-dire de ne pas pouvoir être imposé à plus de 30%, tout ça a été enlevé. Pire, même la contribution sur les grandes entreprises, qui déjà, est un faible apport, si on considère tous les efforts qui sont demandés aux Français, a été là aussi diminué par la même alliance Rassemblement national et socle commun. Donc voilà à quoi on a affaire depuis hier. Vous avez raison, il y a une mesure que j'ai réussi à sauver sur l'impôt différencié qui permet d'aller chercher les évadés fiscaux, voilà, l'exit tax. Mais à part ça, je vous assure qu'il y a plutôt un durcissement des mesures hier qui ont été adoptées en faveur de moins de justice fiscale, et tout ce qu'on a proposé qui allait dans ce sens ont été balayés. Donc voilà pour l'instant le bilan que j'en tire. Pendant tous ces mois, depuis la dissolution, vous avez dit « Nommez-nous à Matignon, on discutera, on ira devant l'Assemblée nationale,
Parfois on gagnera, parfois on perdra. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Oui, mais d'accord. Mais ce qui s'est passé, je vous rappelle, l'an dernier, c'était, nous avions notamment cette stratégie de nous dire, tiens, on peut changer le budget. Voilà, on avait une dynamique NFP aussi. C'était un autre moment où le Parti socialiste avait voté avec nous la censure, avait voté avec nous la censure de M. Barnier, où il ne pensait pas gouverner sans les insoumis, où ils estimaient que le problème du NFP les engageait toujours. Donc, on n'a pas vraiment la même dynamique unitaire de ce fait, ça c'est clair. Et deuxièmement, il se trouve que nous avons eu 1 an d'expérience. C'est-à-dire que nous avons essayé de faire ça, et nous avons vu qu'en face, il y avait un gouvernement qui utilisait absolument tous les éléments pour en réalité ne pas changer de politique. Je vous dis que c'est toujours la même chose que nous avons sur la table, plus le fait que par rapport à il y a un an, je prends par exemple encore une fois la flat tax qui n'a pas été votée hier, relevé à 33%, le RN avait voté pour il y a 1 an, là c'est plus le cas, donc en plus de ça, on a un Rassemblement national, disons, qui évolue vers un discours plus néolibéral, si j'allais dire. Donc tout ça fait que nous ne sommes pas majoritaires. Et c'est pour ça qu'il fallait censurer le gouvernement, le Cornu, et ne pas laisser engager cette bataille parlementaire, parce que c'est un budget antisocial qu'on nous propose, c'est un musée des horreurs, et que nous n'avons pas, effectivement, dans l'Assemblée, les moyens de le modifier. Par contre, je pense qu'on aura les moyens de le battre. En tout cas, c'est ce qu'il faut essayer de faire. La nouvelle vague, vous y avez fait allusion tout à l'heure, la nouvelle vague de l'enquête Fracture Française est parue hier. Alors, c'est pas pour Valeurs Actuelles, c'est pour Le Monde, la Fondation Jean Jaurès et le Cevipof. Elle témoigne d'une très nette inversion de la figure de l'épouvantail, si je puis dire. À la question « Quel parti est dangereux pour la démocratie ?» En 2020, on répondait oui pour LFI à 51% et pour le RN à 61%. Aujourd'hui, en 2025, quel parti est dangereux pour la démocratie? Le RN, 49% répondent oui, LFI, 64%. Ça s'est inversé. 64% de nos concitoyens, c'est un échantillon de 3000 personnes. 64% de nos concitoyens considèrent que votre parti est dangereux pour la démocratie. J'allais dire que tous ceux qui, il y a 1 an, appelaient au Front républicain et qui en ont bien profité, parce que je rappelle que nos électeurs ont davantage voté au deuxième tour pour des députés macronistes, voire républicains, que l'inverse. J'allais dire qu'à force de nous calomnier, de nous attaquer, de nous prendre pour cible principale et de banaliser le Rassemblement national. C'est pas de votre faute. De banaliser le Rassemblement. Je vous fais la réponse que je souhaite. Bien sûr. Et de banaliser le Rassemblement national. Et moi, les relances que je souhaite. Oui, d'accord, mais vous me posez des questions, je vous réponds. Absolument. On a les résultats qu'on a. Alors, bon, c'est des sondages, donc je vais les prendre quand même avec, j'allais dire, c'est pas la première fois où on a des sondages qui laissent à penser que nous serions dévalorisés hautes. C'est pas ce que donnent après les élections, vous le remarquerez. Donc on va attendre le résultat des urnes. Mais je vous dis, il y a un jeu qui est dangereux. C'est-à-dire qu'il y a 1 an, il y avait un Front républicain, ou en tout cas nous, ce qu'on a appelé un socle commun vis-à-vis du Rassemblement national. Depuis, ils ont été banalisés. Banalisés au point que là, par exemple, on a la plupart des amendements et des textes qui sont votés de concert entre le socle commun et le Rassemblement national contre les mesures de justice fiscale de la gauche. Voilà le bilan que nous avons. Et ça, c'est eux les responsables. Éric Coquerel, président de la Commission des Finances, était l'invité des 4V.